Donc merci pour votre invitation renouvelée. En choisissant le thème de l'exposé, je me suis dit que le fait que ce colloque se tienne au centre de rencontres mathématiques et le fait qu'on y parle beaucoup de mathématiques pouvait peut-être laisser croire que l'informatique avait une relation exclusive avec les mathématiques, et donc c'est bien entendu faux. L'informatique a des relations avec l'ensemble des sciences. Donc la biologie, les mathématiques, les sciences humaines, mais aussi la physique. Et les relations entre informatique et physique sont compliquées au lycée, par exemple, parce que la physique qui est nécessaire et pas la physique qui est enseignée au lycée. En revanche, elle est très favorable en prépa, puisque c'est essentiellement de la physique de prépa de L1 et L2 qui est en jeu dans ces interactions. Alors pour préparer ces transparents, j'ai sollicité des compétences que je n'avais pas. Alors il y a d'abord Pablo Arrigui qui est maintenant prof juste en face, mais qui enseigne ce matin, donc qui n'a pas pu venir. La fin de l'exposé est basée sur un travail commun que j'ai fait avec Pablo, mais tout le reste de l'exposé est beaucoup imprégné des nombreuses discussions que nous avons eues depuis que nous travaillons ensemble. Et puis j'ai aussi sollicité Sarah Ouvert, qui est une jeune physicienne et qui m'a aidé à réviser ma thermodynamique. Donc j'espère que j'ai compris ce qu'elle m'a expliqué, que je n'ai plus d'erreur de signe dans mes transparents comme dans les premières versions. Bien, alors, bien sûr, je ne pouvais pas parler de toutes les interactions entre informatique et physique, donc j'ai dû faire un choix, et voilà de ce dont je ne vais pas parler. Ce dont je ne vais pas parler, c'est le fait que le cahier de manip en physique a été remplacé par un ordinateur, et que du cahier de manip à spirale de 96 pages, on est passé à des cahiers de manip un peu plus gros. Donc, c'est un cahier de manip, c'est ce sur quoi les physiciens notent les résultats de leurs expériences et aussi les petits calculs qu'ils font en marge pour prévoir la prochaine expérience. Et donc, en général, ils utilisaient des petits cahiers de 96 pages. Et l'expérience récente qui a été menée au CERN, qui a mené à la découverte du boson de Higgs, elle a demandé 15 pétaoctets de données, donc ça fait un gros cahier de manip. 15 pétaoctets, c'est 1000 fois la taille de la Bibliothèque nationale de France en termes de quantité d'informations. Donc c'est vraiment un gros cahier de manip. Ça fait plus que 96 pages. Et donc le slogan dans ce domaine, c'est pas d'ordinateur, pas de boson. Donc si vous n'avez pas un ordinateur pour traiter ces 15 pétaoctets, il est juste impossible de découvrir un boson. Alors vous pouvez découvrir des photons par exemple, qui sont des bosons, mais vous ne pouvez pas découvrir le boson de Higgs. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec le fait que sans lunettes, vous ne pouvez pas voir les satellites de Jupiter. Donc vous avez besoin d'une lunette pour ça, et donc l'ordinateur a une nouvelle forme de lunette qui permet de faire d'autres expériences en physique. Et là, on pourrait dire la même chose en biologie, par exemple. C'est pas possible de séquencer le génome, même si le génome, c'est 6 ordres de grandeur en dessous de ça, c'est l'ordre du gigaoctet, donc ça reste petit pour des informaticiens, mais ça reste gros si vous voulez écrire la séquence du génome à la main. Quelques milliards de symboles, ça reste quand même beaucoup pour nous. Voilà, donc ça c'est de ce dont je ne vais pas parler, mais plutôt je vais illustrer un autre slogan qu'on doit à Rolf Landauer, dont je vais beaucoup parler dans cet exposé. C'est l'idée que l'information est un concept central en physique, comme les concepts de masse, de temps, d'énergie, de distance, d'entropie, etc. Et donc ça, c'est une idée qui a émergé doucement dans l'histoire de la physique et qui est pas très récente, mais qui est quand même relativement récente. Et si on évite remonter à Aristarque de Samos, c'est une idée qu'on peut faire démarrer à la fin du 19e siècle, avec ici une formule qu'on doit à un physicien qui s'appelle Boltzmann, bravo. Donc ça, c'est la tombe de Boltzmann. Donc Boltzmann a utilisé le marbre de sa tombe pour écrire quelque chose d'utile. Il a écrit que l'entropie, ici S, c'est K fois, donc K c'est la constante de Boltzmann, bien entendu, et le log de W, et W c'est ce qu'on appelle aujourd'hui oméga.
Et donc, aujourd'hui, on écrit cette formule S égale K log de oméga. Et c'est une formule que Boltzmann a proposée en 1877, qui consiste à dire que quand on a un système qui est à l'équilibre dans un certain état macroscopique E, c'est l'état macroscopique, donc par exemple, si c'est un gaz, c'est sa température et sa pression, eh bien, l'entropie du système, c'est S fois K log de oméga, où oméga est oméga, c'est le nombre d'états microscopiques qui correspondent à cet état macroscopique E. Donc vous voyez que si vous avez un gaz dont vous connaissez la température et la pression, vous ne connaissez pas la position et la quantité de mouvement de chacune des molécules ou chacun des atomes qui constituent le gaz. Et donc il y a plusieurs possibilités pour ces positions et ces quantités de mouvement qui vont correspondre à cet état macroscopique E, à cette température E et à cette pression E. Et donc ça c'est oméga, c'est le nombre de micro-états qui correspondent à cet état macroscopique. Et donc l'entropie du système à un instant, enfin dans l'état E, c'est S, c'est K log de oméga. Alors Boltzmann utilise un log bizarre qui est le log népérien. Et donc vous savez que le log népérien, par définition, c'est le log de oméga sur le log de E, le log binaire de oméga sur le log binaire de E. Donc ça c'est la définition du log népérien à partir du log binaire. Et donc on peut, et ce nombre 1 sur le log binaire de E, pour une raison que j'ignore, on le note d'habitude log de 2. Et donc vous pouvez réécrire la formule de Boltzmann, c'est juste un changement de base du log, il n'y a rien de savant ici, c'est K log de 2 fois le log binaire de oméga. Donc juste pour passer du log népérien au log binaire, vous avez un log de 2 qui se met là. Et donc ça en gros, K log de 2, c'est la vraie constante de Boltzmann. Si Boltzmann avait utilisé le log naturel, c'est-à-dire en binaire, eh bien il aurait eu K log de 2 pour sa constante. Bon, enfin bon. Remarquez que Boltzmann est quelqu'un de très, enfin, ou le marbrier est quelqu'un de très malin, il n'a pas précisé la base du log ici. Il n'a pas écrit ln, ni L majuscule, donc on peut l'interpréter dans la base que l'on veut, en particulier la base 2. Bien alors, longtemps après Boltzmann, donc ça c'était à la fin du 19e siècle, et au milieu du 20e siècle, Shannon est venu avec une nouvelle idée, qui était le concept d'information. Donc Boltzmann n'emploie pas du tout la notion d'information. Et l'information nécessaire pour connaître un état parmi oméga, eh bien, c'est le log binaire de oméga. Et donc ça, je pense que c'est pas la peine que je le détaille, mais si vous avez n bits, eh bien, vous pouvez former 2 puissance n messages, 2 puissance n suite de n bits, et vous pouvez, vous avez, mettons que oméga, ça soit 2 puissance n, oui, c'est ça, vous avez une bijection entre les messages que vous pouvez fabriquer et le nombre de micro-états qui correspondent à un état. Et donc, vous voyez que ce log 2 de oméga, on peut l'interpréter comme l'information qu'il est nécessaire d'acquérir pour connaître le micro-état quand on connaît le macro-état, quand on connaît l'état macroscopique. Et donc ça, c'est, on peut définir cette même quantité par la phrase qui est en rouge, c'est l'information qui n'est pas dans la description macroscopique. C'est de l'information sur le système, c'est-à-dire qui permet de décrire son état microscopique, la position et la quantité de mouvement de chacune des particules, mais qui n'est pas donnée dans sa description macroscopique, par exemple par sa température et sa pression. Donc cette négation là, en disant c'est l'information qui nous manque à propos du système quand on connaît uniquement sa description macroscopique, ça a mené, apparemment c'est Brillouin qui a proposé ce nom-là, d'appeler cette information, cette quantité d'information de la négantropie. Il y a une négation à prendre en compte. Et alors je ne sais pas exactement entre Shannon et Brillouin qui a dit quoi, puisque Shannon avait déjà compris le lien avec entropie, mais apparemment c'est Brillouin, en tout cas côté physique, qui l'a le plus développé. C'est que l'entropie, c'est un mauvais nom pour la néginformation. Donc on appelle entropie en physique ce qu'on devrait appeler de la néginformation, c'est-à-dire l'information qui nous manque à propos du système quand on ne connaît que sa description macroscopique. Et cette idée que entropie et information sont deux concepts absolument identiques à un facteur k log de 2 près, puisque l'entropie c'est k log de 2 fois l'information qui nous manque, mais ça c'est juste un changement d'unité. C'est une idée qui a fait son chemin en physique, et par exemple Ben Naïm a écrit un livre
entier de physique statistique et de thermodynamique dans lequel il n'emploie pas le mot entropie. Alors, à la place du mot entropie, il écrit toujours l'information qui n'est pas dans l'état macroscopique, qui n'est pas dans la description macroscopique du système. Et bien entendu, à partir de cette notion d'information, tout n'est pas trivial, il faut quand même redéfinir la notion de température, la notion d'énergie, etc. Donc il y a beaucoup de physique à faire, ça ne simplifie pas nécessairement la théorie, mais quand j'ai dit que Ben Naïm n'avait pas employé le mot entropie dans son livre, c'est faux, il l'a employé dans le titre qui s'appelle Un adieu à l'entropie. Et ensuite, tout son cours de physique statistique est basé sur la notion d'information au lieu d'être basé sur la notion d'entropie. Bien, alors, vous avez compris la définition, donc on va faire un exercice. Vous avez un gaz qui est dans un cylindre et il y a un piston qui permet de choisir la longueur du cylindre. Et en fait, ici, j'ai un cylindre à deux pistons. Là, vous avez un piston à gauche et un piston à droite. Et donc, supposez que vous ayez n particules. Et puis chaque particule a R états possibles. Et donc R états possibles, ça veut dire, là, par exemple, R position, une particule a R positions possibles dans le cylindre, et où R couple de position quantité de mouvement. Donc c'est plutôt ça. Et quelle est l'information qui est nécessaire pour connaître l'état microscopique? Eh bien alors vous vous dites, si chaque particule a R états possibles, et que j'ai n particules, le nombre d'états possibles, de micro-états possibles pour mon gaz, eh bien c'est R à la puissance n. D'accord? Donc ça, c'est pas compliqué. Et ensuite, vous appliquez la définition de Shannon, et donc l'information, c'est le log binaire de R à la puissance n, et puis avec les règles sur les logs, vous obtenez que c'est n fois le log binaire de R. Bien, maintenant imaginez que je pousse le piston du cylindre dans le cylindre, et donc j'ai un état qui est un volume qui est 2 fois plus grand. Et donc on se pose la question de quelle est l'information I' maintenant qu'il est nécessaire d'avoir pour connaître la position et la quantité de mouvement de chacune des particules. Et ce qui est important ici, c'est que la température est la même, c'est-à-dire que les vitesses des particules sont les mêmes. Les possibilités pour les vitesses des particules, pour les quantités de mouvement des particules sont les mêmes. Elles vont ni plus vite ni moins vite. Eh bien, vous voyez que puisque l'ensemble des quantités de mouvement est le même, et que l'ensemble des positions est 2 fois plus grand, et vous avez pour chaque particule maintenant non plus R états possibles, mais 2R états possibles. C'est-à-dire vous avez les R états possibles pour la particule où elle est dans la moitié gauche du cylindre, et puis vous avez R état possible où elle est dans la moitié droite, et puis une fois que vous savez dans quelle moitié elle est, eh bien vous la repérez dans sa moitié, et exactement, avec parmi R état possible. Et donc dans ce cas-là, l'information qu'il est nécessaire de connaître pour connaître le micro-état quand on connaît le macro-état, eh c'est log de 2R à la puissance n. Et donc ça fait n log de 2R, et log de 2R c'est log de 2 plus log de R, mais log de 2, comme on a bien choisi la base, c'est 1, et donc quand vous distribuez, vous obtenez n log de R, c'est-à-dire I, plus n. Et vous voyez que la conclusion, c'est qu'il y a besoin de plus d'informations pour situer une particule dans le second cas que dans le premier, et il y a besoin de 1 bit de plus par particule. C'est le bit qui sert à dire si elle est dans la moitié gauche ou dans la moitié droite, et une fois que vous savez ça, tout le reste est à l'identique. Et donc là, vous obtenez que la différence d'entropie, c'est n, le nombre de particules, fois k log de 2, puisque l'entropie se calcule en prenant l'information et en multipliant ça par k log de 2. Donc l'entropie du gaz est plus élevée en bas qu'en haut, et la différence d'entropie, la différence d'information, c'est le nombre de particules n, et la différence d'entropie, c'est n k log de 2. Bien, alors, là, on avait juste discuté de l'état initial et de l'état final. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un piston et qu'on dans le cylindre et qu'on pousse le piston de manière à comprimer le gaz? Voilà, donc ça apparemment c'est l'exercice standard en thermodynamique. Une fois que vous savez faire ça, vous avez compris toute la thermodynamique.
Et une des manières de répondre à cette question, comment est-ce que l'entropie évolue, eh bien, c'est d'utiliser la notion de réversibilité. Et donc, en utilisant la notion de réversibilité, en sachant que, en gros, l'information, vous pouvez la détruire, mais vous ne pouvez pas la fabriquer à partir de rien. Donc, l'information que vous avez sur le système, l'information macroscopique, elle va tout le temps décroître avec le temps. C'est-à-dire, l'entropie du système va croître avec le temps si le système est isolé. Et donc, le mieux qui puisse vous arriver, c'est que vous conservez exactement la même information sur le système, c'est-à-dire que la variation d'entropie est nulle, et ça caractérise des systèmes réversibles. Et ici, vous voyez que comprimer le gaz en appuyant très doucement sur le piston et en faisant tremper le cylindre dans un bain isotherme, dans un thermostat, eh bien vous voyez que ça, c'est une opération qui est réversible, puisque vous poussez le piston avec votre doigt, vous communiquez de l'énergie mécanique au système, mais vous pouvez très bien ensuite relâcher le piston, toujours très doucement, et récupérer l'énergie mécanique. Vous pouvez même, quand vous relâchez le piston, eh bien, accrocher au piston une poulie, une corde qui va passer par une poulie et qui va faire monter une masse, et donc l'énergie que vous avez donnée en appuyant sur le piston, vous pouvez la récupérer et même la retransformer en énergie potentielle pour une masse. Donc ici, vous êtes dans un cadre réversible, et donc l'information sur le système, vous n'en perdez pas, et l'entropie n'augmente pas. Alors, cependant, ça c'est un peu la manière informationnelle de voir les choses. Si vous voulez juste faire de la thermodynamique classique comme on en faisait avant Boltzmann, c'est-à-dire quand on n'avait pas encore ce lien entre entropie et micro-état, eh bien, vous pouvez faire un raisonnement qui va vous mener à la même conclusion, c'est-à-dire l'apport, donc ici, ça marche que quand c'est un gaz parfait, et donc l'apport d'énergie mécanique est transformé en chaleur, et elle est dissipée dans le bain, dans le thermostat dans lequel baigne le piston. Donc vous voyez, quand vous comprimez un gaz, il chauffe, donc ça, vous avez sans doute cette expérience par vous-même. Si votre piston est thermostaté, la chaleur va être communiquée au bain, et ça, en thermodynamique classique, on apprend que ça fait augmenter l'entropie du bain. Donc, le gaz qui se trouve dans le piston a une entropie qui diminue de nk log de 2, et le bain, qui est le thermostat, a une entropie qui augmente de nk log de 2. Et donc, vous voyez que le bilan est nul. Et de la même manière, quand vous relâchez très doucement le piston, et ça c'est un peu plus contre-intuitif, à ce moment-là, le gaz va refroidir, il y a de la chaleur qui va être prélevée dans le bain pour réchauffer le gaz, et cette chaleur, elle est exactement transformée en énergie mécanique, puisque vous récupérez l'énergie. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif que de la chaleur puisse être transformée en énergie mécanique, mais on peut le faire uniquement tant qu'on détend le gaz. Une fois que le gaz a été tendu, on ne peut pas le faire, on ne peut pas répéter l'expérience, on ne peut pas transformer toute la chaleur en énergie mécanique, mais on a cette possibilité de transformer de la chaleur en énergie mécanique parce que on augmente le volume du gaz et donc on diminue son entropie, on augmente son entropie, et donc ça nous permet de diminuer l'entropie du bain et de transformer une partie de l'énergie du bain en énergie mécanique. Donc la seule chose dont il faut se souvenir ici, c'est que comprimer le gaz et le détendre en faisant ça très doucement et en récupérant l'énergie mécanique dans le second cas, ce sont des opérations réversibles, ce sont des opérations où on ne gagne ni ne perd d'informations, on n'augmente pas l'entropie. Oui, je veux dire, on ne perd pas d'informations, de toute façon on ne va pas en augmenter, on ne perd pas d'informations, on n'augmente pas l'entropie. Bien, et puis il y a un dernier exercice de thermodynamique, c'est qu'est-ce qui se passe si vous relâchez le piston, que vous détentez le gaz, mais cette fois-ci sans récupérer l'énergie mécanique. Donc comment vous pouvez faire ça? Eh bien, vous attachez au piston un balai qui va frotter sur, par exemple, le cylindre. Et donc toute l'énergie mécanique que vous aviez récupérée très doucement au moment où le gaz se détendait, eh bien là, elle va être transformée en chaleur par le frottement. Et donc à ce moment-là, l'entropie augmente de k log de 2.
Et ça, c'est exactement le calcul qu'on avait fait de n k log de 2. Ça, c'est exactement le calcul qu'on avait fait tout à l'heure, quand on avait d'abord calculé l'entropie dans le premier cas, puis calculé l'entropie dans le deuxième. Et vous vous souvenez que la différence d'entropie, tant que les gaz étaient à la même température, était exactement de nk log de 2. Mais vous pouvez aussi faire le calcul en thermodynamique classique. Ici, vous avez le gaz qui se détend, et qui, se détendant, refroidit. Et qui, refroidissant, prélève de la chaleur dans le bain. Mais au même moment, l'énergie mécanique que vous récupérez, vous la retransformez en chaleur et vous la redissipez dans le bain. Donc en fait, le bain n'échange aucune chaleur avec le système. Il donne de la chaleur parce que le gaz se détend, il reçoit de la chaleur parce que l'énergie mécanique est transformée en chaleur. Et donc le bilan d'entropie pour le bain est nul. Et en revanche, le bilan d'entropie pour le gaz dans le cylindre est positif. L'entropie augmente de nk log de 2. On perd une information k. Une information, on perd k bits en faisant ça. Bien, donc c'est bien que les deux résultats coïncident. Enfin, ça c'est grâce à Boltzmann, c'est pas grâce à vous. Bien, alors maintenant, on veut appliquer ça à des situations où on fait des calculs. Et pour ça, il y a une petite abstraction qui vous est demandée ici, c'est de considérer un gaz qui ne contient qu'une particule. Donc, à l'intérieur du cylindre, maintenant, vous avez juste un atome, et votre atome, vous pouvez le pousser avec un cylindre, et il va dans la partie droite avec un piston, et il va dans la partie droite du cylindre, et après, vous pouvez le détendre, c'est-à-dire vous tirez votre piston, et vous pouvez le repousser dans la partie gauche avec l'autre cylindre. Vous vous souvenez, il y avait avec l'autre piston. Vous vous souvenez, il y avait deux pistons à un bout et à l'autre du cylindre. Bien, alors, commentant ce passage à n égale 1, Richard Feynman, qui a une très belle présentation de cette expérience dans son livre, dit, bon, c'est là où on voit que c'est un peu de la physique théorique. Bon, voilà, donc, comme Richard Feynman, je vais vous dire, on voit que c'est un peu de la physique théorique, mais vous voyez qu'on peut considérer des gaz où il y a très peu de particules, et puis, alors on ne peut pas faire un gaz où il y a 0 particules, sinon on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le comprimer, on ne peut rien faire, mais avec le cas limite, apparemment, c'est le cas n égale 1, qui n'a pas l'air de faire peur à Feynman. Et donc vous pouvez utiliser votre cylindre à deux pistons pour stocker un bit d'information, et vous voyez que quand le piston de gauche est à gauche et le piston de droite est à gauche aussi, vous êtes dans la première configuration, on va appeler ça 0. Et quand vous êtes dans la seconde, c'est-à-dire le piston de droite est à droite et le piston de gauche aussi, si bien que tout le gaz est à droite, c'est-à-dire l'atome est à droite, eh bien on va dire que ça code 1. Et donc chaque cylindre comme ça avec ces deux pistons permet de coder un bit d'information. Et la première question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait la négation là-dessus? C'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme le 0 en 1 et le 1 en 0? Est-ce que cette opération augmente l'entropie? Est-ce qu'elle nous fait perdre de l'information ou non? Et alors là, la réponse, c'est magique, c'est qu'on ne perd pas d'information en faisant une négation. Et alors ça, il y a deux manières de le voir. Il y en a une qui est simple, c'est qu'il y a une manière d'inverser la négation. Si vous avez un bit et que vous faites une négation, puis vous dites « Oups, je ne voulais pas faire cette négation », eh bien c'est pas grave, vous faites une autre négation, d'accord, qui est l'inverse à gauche de la négation, et vous retrouvez le bit initial. Et donc là, vous ne perdez pas d'information, donc vous n'augmentez pas l'entropie. Et là, Feynman vous dit, il y a deux manières de le voir. Il y en a une, c'est ou bien vous poussez les deux pistons exactement en même temps et vous déplacez l'atome, vous déplacez le gaz sans chauffer, ni refroidir, ni rien. Bon. Et il dit, mais il y a même beaucoup plus simple, vous prenez le piston et vous le retournez. Et hop, du 0, vous avez un 1, et du 1, vous avez un 0, et ça ne vous a demandé aucune énergie, aucune information, aucune variation d'entropie. Donc, souvenez-vous de ça, que la négation est une opération qui ne demande aucune perte d'information, qui ne demande aucune augmentation d'entropie. Bon, alors maintenant, on va faire un exercice plus compliqué que la négation, c'est celui-ci. On va faire for i égale 1 to 4, t de i égale 0. Donc, on a ici 5
cases mémoire, qui sont chacune un piston avec un seul atome dedans, et un cylindre avec un seul atome dedans et 2 pistons qui permettent de le déplacer. Et on veut passer de l'état de droite, où on sait pas de l'état de gauche, où on ne sait pas ce qu'on a n'importe quelle configuration, à l'état de droite, où on n'a que des zéros. Oui, on n'a que des zéros. Et on se pose la question, est-ce que ça, on peut le faire sans perdre d'informations? Est-ce qu'on peut le faire sans augmenter l'entropie? Alors, sans perdre d'informations, on est quand même des informaticiens, n'oublions pas. On voit bien qu'on va effacer le contenu de la mémoire, et une fois qu'on a effacé un fichier, par exemple, et qu'on se dit « Oups, je ne voulais pas l'effacer », ben non, ça, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas d'inverse à gauche de effacer un fichier. Bien, donc la conclusion à laquelle on devrait arriver, c'est que l'entropie augmente quand on fait ça. Et elle augmente vraisemblablement de k log de 2 par piston. Donc, il y a une première méthode pour faire ça, qui consiste à procéder en 2 étapes. La première étape, vous relâchez tous les cylindres. Et donc, vous vous trouvez dans l'état du milieu, où les 2 pistons sont le piston de gauche à gauche, le piston de droite à droite, et le gaz s'est complètement détendu. Et ensuite, il vous suffit, pour chacune des cases mémoire, de pousser le piston de droite de manière à pousser le gaz, c'est-à-dire l'atome, à gauche. Et donc, vous voyez que dans la première étape, l'entropie a exactement augmenté de k log de 2 par cylindre. C'est-à-dire vous avez perdu 1 bit par cylindre. Okay, c'est exactement ce que vous avez fait, vous avez complètement perdu l'information de savoir si le gaz, c'est-à-dire l'atome, était à gauche ou à droite dans l'état initial. Alors il faut ici faire attention au fait qu'il y a 2 phénomènes qui sont liés. Il y en a un, c'est que l'information se perd, l'entropie augmente, et l'autre, c'est qu'il y a de la chaleur qui est dégagée par l'ordinateur, puisque vous avez vu que nous avons ici un petit ordinateur à piston avec 5 cases mémoire. Et donc, l'entropie, elle augmente dans la première étape, mais la chaleur, elle est dissipée dans la seconde étape, c'est-à-dire le moment où on recomprime le gaz de manière... vous vous souvenez, recomprimer le gaz, ça n'augmente pas l'entropie. On ne perd pas d'information à ce moment-là. Donc l'information, on la perd dans la première étape, mais ça ne dégage pas de chaleur. Et en revanche, dans la deuxième étape, on dégage de la chaleur, mais on ne perd pas d'information. Et ça a l'air un peu paradoxal. On a l'impression que c'est dégager de la chaleur dans le bain qui augmente l'entropie. Mais ça, il faut compter l'entropie totale, c'est-à-dire la raison pour laquelle la diffusion de chaleur, la dissipation de chaleur dans le bain est retardée par rapport à l'augmentation de l'entropie, c'est parce que l'entropie du système croît, puis décroît. Et ça fait qu'au moment où elle croît, bon, ben, elle a cru, mais sans dégager de chaleur. Et ensuite, quand elle décroît, c'est ça qui dégage de la chaleur dans le bain. Bien, mais donc on arrive ici avec cette méthode à se dire que pour effacer ces 5 cases mémoire et avoir 5 zéros ici, on perd une information de 5 bits et donc l'entropie augmente de 5 k log de 2. Et là, vous devriez dire, mais j'ai une autre idée pour passer de l'état de gauche à l'état de droite. Je vous ai dit que la négation était gratuite. Donc on pourrait dire, pourquoi ne pas appliquer une négation au cylindre numéro 1, numéro 2 et numéro 4. Donc ça, c'est une deuxième méthode, qui est qu'en fonction de l'état du cylindre, si le gaz est à gauche, vous le laissez tel qu'il est, et si le gaz est à droite, eh bien vous retournez le cylindre, et là, sans aucune perte d'information, sans aucune augmentation de l'entropie, vous avez remis votre ordinateur à 0, votre mémoire à 0. Mais ça doit vous rappeler quelqu'un. Quelqu'un qui observe un système, et qui, en fonction de l'état de chacun des atomes, fait un truc ou bien un autre. Voilà, c'est le démon de Maxwell. Ce que vous venez de faire ici, c'est de vous comporter comme un petit démon. Et il y a une réponse à cette question qui a été... Une bonne partie de cette théorie a été développée pour répondre à la question du démon de Maxwell. C'est que quand vous avez regardé
la première case mémoire pour vous poser la question, est-ce que le gaz est à gauche ou est-ce que le gaz est à droite? C'est-à-dire, est-ce que c'est un 0 ou est-ce que c'est un 1? Eh bien ça, pour faire ça, ça vous demande d'avoir au moins un neurone. Et votre neurone doit passer dans un état excité ou dans un état non excité en fonction de l'état du cylindre. Et puis, donc, vous êtes dans l'état « je retourne le cylindre » ou « je ne le retourne pas ». En l'occurrence, vous êtes dans l'état « je ne le retourne pas ». Puis, quand vous passez au deuxième cylindre, comme vous avez un seul neurone, dans mon modèle, hein, bien sûr, pas en réalité, mais dans mon modèle, si vous avez un seul neurone, vous devez réutiliser le même neurone pour faire le deuxième cylindre. Et en faisant le deuxième cylindre, vous devez effacer l'information qui est dans votre neurone pour utiliser le même neurone pour faire le deuxième cylindre. Donc vous devez oublier si le premier cylindre était dans l'état 0 ou dans l'état 1, de manière à pouvoir traiter le deuxième cylindre. Donc ici, c'est vous qui lisez de l'information, la stockez dans votre neurone, puis la détruisez. Et donc, c'est votre entropie qui augmente. Donc, plus généralement, si vous avez un démon de Maxwell, que ce soit vous ou que ce soit un autre démon, eh bien, il doit avoir au moins deux états, en train de retourner le cylindre ou non, en train de faire la négation ou pas. Et il contient donc lui-même un bit d'information qu'il doit détruire après chaque opération pour observer le cylindre suivant. Et donc vous voyez que l'entropie du démon augmente de k log de 2 à chaque opération. Quand il retourne le cylindre ou non, l'entropie interne du démon augmente. Alors bien sûr, on pourrait dire, le démon, lui, plutôt que d'avoir son neurone qui se comporte comme un cylindre où il augmente l'entropie à chaque lecture, il pourrait avoir un autre démon qui le fait fonctionner. Mais après, vous avez besoin d'une infinité de démons qui font fonctionner chacun. Donc le fait de transférer le problème au démon fait que le démon peut transférer un super démon, mais finalement le problème est jamais résolu. Et donc nous arrivons à cette conclusion que cette première méthode est en fait l'unique méthode. L'unique moyen de remettre à zéro la mémoire, c'est de relâcher d'abord les pistons pour recomprimer ensuite, parce que c'est la seule méthode qui soit uniforme et qui ne demande pas de la part de l'opérateur d'avoir au moins un neurone. Et donc on arrive à ce principe de Landauer et Bennett, qui est que détruire un bit macroscopique augmente l'entropie de k log de 2. Et donc c'est comme ça que Landauer et Bennett ont résolu le problème du démon de Maxwell, c'est-à-dire le problème qui n'était pas posé en termes de remettre à zéro la mémoire d'un ordinateur, mais en termes d'observer la vitesse d'une particule pour l'orienter, pour ouvrir ou fermer une porte qui lui permet de passer dans une autre enceinte. Et donc ce que disent Landauer et Bennett, c'est que dans ce cas-là aussi, le démon doit avoir au moins deux états, et son entropie, l'entropie interne, l'entropie propre du démon, augmente de k log de 2 quand il stocke un bit en observant la particule, puis le détruit. Et donc le démon augmente son entropie de k log de 2 quand il diminue celle du gaz de k log de 2, et donc le démon de Maxwell n'entre pas en contradiction avec les lois de la thermodynamique. Alors cela dit, ce principe s'applique aussi à vous, par exemple, quand vous triez du papier, du verre, du plastique ou du métal. Et donc vous voyez que là, vous avez exactement un comportement de démon de Maxwell, puisque vous diminuez l'entropie de l'univers. Avant, le papier, le plastique, le métal et le verre étaient complètement mélangés dans le chaos de l'univers. Et grâce à vous, eh bien, le plastique est dans la poubelle à plastique, le verre est dans la poubelle à verre. Donc ça, vous avez diminué l'entropie du système. Donc ici, comme il y a 4 poubelles, il vous faut 2 neurones pour stocker l'information. Mais à chaque fois que vos 2 neurones stockent verre, plastique, métal, puis effacent cette information pour traiter la canette ou la bouteille suivante, eh bien, vous cramez un petit peu de glucose. Et en cramant un petit peu de glucose, vous élevez votre température interne et vous augmentez votre propre entropie.
Et comme vraisemblablement vous êtes thermostaté, cette chaleur, vous allez la diffuser vers le thermostat, et donc vous allez faire augmenter l'entropie du thermostat exactement de la même valeur que ce que vous avez fait diminuer en triant les déchets. Donc il n'est pas si évident que trier les déchets ait un intérêt, puisque vous augmentez l'entropie de l'univers, en particulier vous dégagez du CO2. Donc vous contribuez à l'effet de serre en triant vos ordures. Donc pensez-y, il faut faire un bilan très précis à chaque fois que vous triez les ordures. Oh, quoi ? Ça montre l'importance des constantes numériques. Oui, ça montre l'importance des constantes numériques, exactement. Bien, en fait, alors, Landauer et Bennett, Landauer c'est un étudiant de Brillouin. Et là, vous avez vraiment la filiation. Brillouin, lui, c'est un vrai physicien. Si vous regardez ce qu'il a fait à côté de ces questions d'entropie et d'information, c'est vraiment un physicien qui a tiré ses idées, beaucoup plus de Boltzmann que de Shannon, même s'il a aussi tiré des idées de Shannon. Et Landauer, lui, au contraire, est vraiment à la frontière entre informatique et physique, mais Landauer, c'est un étudiant de Brillouin. Et apparemment, si j'ai bien compris, mais maintenant l'histoire est racontée par Bennett, donc on a toutes les raisons de lui faire confiance, mais je dois vous dire ça, c'est que ce qui semble, c'est que Landauer avait compris le lien entre un bit d'information et k log de 2 en termes d'entropie. En revanche, le mot « détruire » ici, c'est ce qu'on doit à Bennett. C'est-à-dire, pour Landauer, stocker un bit d'information, ou détruire un bit d'information, ou déplacer un bit d'information, coûtait une entropie k log de 2. Et ce que Bennett a montré, c'était que stocker un bit d'information, déplacer un bit d'information, ça ne coûte rien en termes d'entropie, parce que la quantité d'information se conserve. C'est en revanche la destruction du bit d'information qui augmente l'entropie. Et donc c'est en fait, c'est Bennett qui a inventé ces cylindres. Et cette idée que dans cette étape, ici, dans cette remise à zéro, la seconde étape est totalement neutre en termes d'entropie, l'entropie n'augmente pas, l'information ne disparaît pas, et que c'est uniquement dans la première étape que l'information diminue et que l'entropie augmente, c'est l'idée principale de Bennett. C'est ce que Bennett a corrigé chez Landauer. Bien, et donc, ça nous permet de voir tout un tas de fonctions que l'on utilise en informatique du point de vue de l'entropie et du point de vue du bilan de l'entropie. Donc la première, c'est celle qu'on vient de voir, c'est la fonction qui à x associe 0. Et donc cette fonction, vous voyez que quand vous l'appliquez à une case mémoire, vous détruisez un bit, et donc l'entropie augmente de k log de 2. En revanche, la seconde fonction qui à x associe le couple formé de x et de 0, eh bien ça c'est une fonction qui est injective, donc le bilan d'entropie est nul. La négation, on a vu que c'était aussi une opération injective, c'est un inverse à gauche, donc tout ce que vous avez fait, vous pouvez le défaire. Et donc pareil, on ne détruit pas d'information, donc le bilan d'entropie est 0. Et la troisième opération, c'est la conjonction. Bon, et donc ici, il ne faut pas juste faire du dénombrement et puis prendre le log de oméga, il faut faire un tout petit peu plus de théorie de l'information, mais ce n'est pas très compliqué. Ici, ce qui se passe, c'est que la probabilité d'avoir 0 ou 1 dans la conjonction n'est pas identique, donc vous avez 3 chances sur 4 d'avoir 0 et 1 chance sur 4 d'avoir 1, et donc l'entropie se calcule un peu, enfin l'information se calcule un peu différemment. Il faut utiliser la formule de Shannon qui est que c'est la somme des PI log de PI, et donc là vous obtenez qu'en faisant une conjonction, vous détruisez 3/4 de log binaire de 3 bits, et donc pour avoir l'entropie, vous pouvez multiplier par k log de 2. Si vous gardez x et que dans l'autre case mémoire vous faites x et y, là vous détruisez un demi-bit, et donc
l'entropie augmente de 1,5 de K log de 2. Alors ça, en revanche, c'est plus intéressant. Si vous prenez une fonction qui prend en argument x et y et qui vous retourne x et le ou exclusif de x et y, eh bien ça c'est injectif. Ok, puisque si vous connaissez x, ok, pour retrouver x vous le connaissez, pour retrouver y, il vous suffit de refaire le ou exclusif avec x et vous retrouvez y. Donc ça c'est injectif. Et ça porte un nom en théorie des circuits, en particulier en théorie des circuits quantiques, ça s'appelle la négation contrôlée. Puisqu'en fait, faire un ou exclusif avec 1, c'est ce qu'on appelle la négation aussi, et faire un ou exclusif avec 0, c'est l'identité. Et donc ici, vous pouvez dire que vous avez ou bien non y ou bien y selon la valeur de x. Et le x, ici, s'appelle le bit de contrôle qui décide si sur le bit y, vous faites une négation ou pas. Et donc ça, c'est une opération injective. Et il y a une autre opération qui est la négation doublement contrôlée, où ici, vous prenez 3 bits en entrée, x, y, z, 3 booléens, et vous retournez x et y, et vous faites le contrôle de la négation sur z par x et y. C'est-à-dire vous ne transformez z en non-z que si x et y sont tous les deux égaux à 1. Et ça s'appelle la négation doublement contrôlée, et ça s'appelle aussi la porte de Toffoli. Alors pourquoi ça s'appelle la fonction de Toffoli? Parce qu'il y a un théorème qu'on doit à Toffoli, qui est que à chaque fois que vous avez une fonction booléenne, c'est-à-dire une fonction qui a des booléens x1, xn associe f de x1, xn, eh bien vous pouvez considérer cette fonction-là, qui a x1, xn associe f de x1, xn, mais vous gardez une copie de x1, xn. Bien sûr, ça c'est une fonction injective, vous n'avez pas perdu vos arguments, ils sont dans la valeur retournée. Et donc c'est une fonction qu'en théorie, vous pouvez programmer sans augmenter l'entropie. Et le théorème de Toffoli est que n'importe quelle fonction peut se programmer uniquement avec la fonction de Toffoli, qui est cette négation doublement contrôlée. Et alors il faut des bits ancillaires et des bits parasites. Donc les bits ancillaires, c'est des bits dans l'input, qui sont fixés à 0 ou à 1 pour toujours. Donc il faut, pour démontrer le théorème, vous avez une fonction plus générale que celle que je vous ai donnée, qui conserve le nombre de bits et qui, au départ, pour retrouver f, il faut lui donner des 0 ou des 1 à des places qu'on vous indique. Et vous avez aussi des bits parasites, c'est-à-dire en plus de x1, xn, f de x1, xn, vous pouvez avoir d'autres valeurs qui vous sont retournées et qui sont utiles pour inverser la fonction. Mais, mis à part ces bits ancillaires et parasites, vous pouvez tout programmer avec la fonction de Toffoli. Et ça vous montre que vous pouvez fabriquer un ordinateur qui n'augmente pas l'entropie. Et donc qui ne consomme pas d'électricité, et surtout qui ne produit pas de chaleur. Et consommer un peu d'électricité, c'est embêtant, mais c'est pas très grave, on sait fabriquer l'électricité. En revanche, le fait que les ordinateurs produisent de la chaleur, ça c'est un vrai problème, parce qu'il faut refroidir les ordinateurs, et si vous ne les refroidissez pas, eh bien ils finissent par fondre. Et ça c'est un problème concret extrêmement important. Par exemple, la principale, enfin pas la principale, mais une utilisation importante des utilisateurs parallèles, des utilisateurs multicœurs, c'est de les utiliser pour des algorithmes qu'on ne sait pas paralléliser, mais qu'on commence par exécuter quelques microsecondes sur un processeur, très vite, plus on va vite, plus le microprocesseur chauffe, et quand le microprocesseur est sur le point de fondre, eh bien on déplace le calcul sur le microprocesseur numéro 2, de manière à laisser le microprocesseur numéro 1 refroidir. Et quand on a fait le tour des 16 cœurs, ou des 1024 cœurs, ou des 2048 cœurs, vous revenez au premier, et il a eu un peu le temps de refroidir. Donc vous voyez qu'essentiellement, on fabrique des machines 1024 cœurs ou 1023 cœurs sont en train de refroidir, et un cœur calcule, et tout ça parce qu'on n'arrive pas à dissiper la chaleur suffisamment vite hors du processeur. Donc ça, c'est un vrai problème concret. Bien, donc grâce à Toffoli, on peut imaginer de fabriquer un ordinateur qui ne consomme pas d'électricité, qui ne produit pas de chaleur, sauf à la fin du calcul, pour détruire les bits parasites.
Mais ça, vous pouvez un peu les stocker. Vous ne pouvez pas les stocker indéfiniment, mais vous pouvez les stocker tant que vous avez de la place. Et puis un jour, vous avez complètement fini le calcul, vous dites attention, on va détruire les bits parasites, et ça vous le faites plutôt en hiver. Et vous ouvrez les fenêtres, vous refroidissez, et vous avez une journée où vous faites que ça, détruire les bits parasites. C'est exactement ce qu'on a vu en mettant à zéro toutes les mémoires, de manière à pouvoir relancer votre ordinateur ensuite. Bien alors, vous voyez que ces questions de thermodynamique, je vous ai cité Feynman, c'est clairement des questions qui sont plus de l'informatique théorique, mais elles touchent un tout petit peu des questions d'informatique très, très pratiques, qui sont celles de la dissipation de chaleur par les ordinateurs. Et Brillouin, alors Brillouin, il était prof au Collège de France, donc il a une éducation plutôt européenne et française. Et c'est seulement quand il a immigré aux États-Unis au début de la Deuxième Guerre mondiale qu'il a commencé qu'il a développé ses idées. En particulier, c'est là qu'il a eu Landauer comme étudiant, puis Bennett, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que et Brillouin, et Landauer, et Bennett, à différents moments, ont été dans les labos d'IBM. Donc on n'est pas du tout ici, on imaginerait que, je sais pas, que ça soit à Stanford ou à Harvard qu'on ait du temps à perdre à réfléchir à ces questions d'augmentation de l'entropie, mais pas du tout. C'était des questions qui, au moins dans les années 40 et 50, cette idée de fabriquer un ordinateur qui ne dégage pas de chaleur, et sauf après coup, au moment où il faut le remettre à zéro, eh bien c'était une idée qui semblait une idée industrielle prometteuse pour IBM. Bon, ces ordinateurs, on ne les trouve pas encore au supermarché, mais en tout cas, ces questions de dégagement de chaleur sont des vraies questions. Alors, Feynman dit qu'on est 8 ordres de grandeur au-dessus de Kellogg de 2 par bit détruit, donc on a encore une marge de progression. Ça, c'était quand Feynman a écrit son bouquin, ça commence à dater un petit peu, et aujourd'hui, je crois que on est juste à 6 ordres de grandeur, donc on peut encore diminuer, même avec des ordinateurs non réversibles, on a encore une possibilité de diminuer la chaleur produite, et donc, enfin pas produite, l'électricité transformée en chaleur, et donc ça, c'est une question à laquelle des électroniciens réfléchissent sérieusement. D'ailleurs, c'est assez marrant que c'est toujours chez IBM qu'il y a un labo qui réfléchit sur ces questions de dégagement de chaleur. Qu'on a fait le premier colloque ISN, qui était fait pour les inspecteurs qui devaient développer ISN dans leur académie. On avait fait ça à Lyon, et on avait invité un chercheur d'IBM, et il nous a parlé de Bennett et du dégagement de chaleur, etc. Donc c'est un thème toujours très présent chez IBM, ce qui est un peu incohérent avec les évolutions de positionnement d'IBM qui fabrique plus d'ordinateurs, qui s'intéressent plus du tout à ça. Mais enfin, c'est toujours des idées importantes, et peut-être que un ordinateur qui produit aucune chaleur, ça sera sans doute pas pour demain, mais peut-être que des ordinateurs qui produisent beaucoup moins de chaleur, ça sera, on va peut-être en voir, et c'est en tout cas un problème de recherche en électronique important aujourd'hui. Bien, mais ça, c'était la partie pas intéressante de l'histoire. Si vous reprenez la formule de Boltzmann, qui vous dit que l'entropie, c'est S égale K log de oméga, il y a un truc qui est présupposé dans cette formule, et qui est beaucoup plus incroyable que tout le reste, c'est le fait que Boltzmann est supposé que oméga soit fini. Alors que si vous prenez des particules et qui ont une position et une vitesse, on ne comprend pas pourquoi cette position et cette vitesse devraient varier dans un spectre fini. Et surtout, imaginez que Boltzmann écrit ça 40 ans avant les prémices de la physique quantique, donc on ne comprend pas du tout comment Boltzmann a eu cette intuition. Pour moi, ça reste un grand mystère. Je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent, enfin qui essayent d'analyser les textes de Boltzmann et d'essayer de comprendre cette idée, mais en tout cas pour moi, ça reste un grand mystère que Boltzmann ait supposé qu'un système physique ait un espace d'état qui soit fini et non pas qui n'ait pas la puissance du continu. Alors, cela dit, c'est une idée qui n'est pas si choquante pour les informaticiens, puisque si vous prenez un ordinateur qui, comme celui-là, a un disque d'1 téraoctet, eh bien, le nombre d'états dans lequel cet ordinateur peut être, eh bien, c'est juste 2 à la puissance 10 à la puissance 12, et c'est tout. Donc c'est tout à fait un nombre fini. Alors bien sûr, il faut multiplier par 2, parce qu'il y a aussi l'état du registre, etc. Mais aussi bien les ordinateurs que vous avez sur votre bureau que les machines de Turing, par exemple,
sont des objets qui ont un nombre d'états qui est fini ou au pire dénombrable, comme dans le cas des machines de Turing avec un ruban infini. Si le ruban a un nombre infini de cases, il y a un nombre dénombrable d'états. Et ça, c'est une idée qui était par exemple déjà présente chez von Neumann, dans l'architecture de von Neumann des ordinateurs. Donc en gros, l'architecture de votre laptop, elle n'est pas très différente. Il y a déjà cette idée qu'il y a une quantité de mémoire finie et qu'il faut fabriquer la mémoire bit par bit. Mais ce n'est pas une idée que von Neumann a eu une grande facilité à imposer. Par exemple, Vannevar Bush, oui, c'est pas George Bush, c'est Vannevar Bush dont il est question ici, s'est tout le temps opposé à cette idée en disant qu'au contraire, il fallait fabriquer des ordinateurs analogiques, c'est-à-dire des ordinateurs où l'état d'une variable était un objet, enfin un nombre réel, c'est-à-dire des ordinateurs continus. Et donc cette idée d'un nombre fini d'états, elle nous paraît aujourd'hui très naturelle, mais il faut nous replacer il y a 70 ans, c'était pas si évident que ça. Bien, alors cependant, c'est une idée qui a été prise très au sérieux par un certain Gandhi, qui est l'unique étudiant d'Alan Turing. Vous savez que Alan Turing a une descendance académique prodigieuse. Il y a des milliers de chercheurs qui sont des étudiants d'Alan Turing, mais l'arbre a une forme extrêmement bizarre. Il y a Alan Turing, Gandhi, et c'est Gandhi qui a eu plus de 100 doctorants. Et donc à peu près tous les Britanniques, tous les informaticiens britanniques sont des descendants de Turing, mais tous par Gandhi. Alors Gandhi, en plus d'avoir très bien encadré à peu près toute la génération actuelle des chercheurs britanniques, a proposé une généralisation des machines de Turing qu'il appelle des mécanismes. Et il y a, contrairement aux machines de Turing, où Turing est beaucoup inspiré par le psychisme, la manière dont fonctionne le mathématicien calculant, Gandhi est le premier à s'intéresser un peu à une machine qui serait un système physique. Et Gandhi propose une idée que parmi les systèmes physiques, il y en a certains qu'on appelle des mécanismes, et c'est des systèmes physiques qui sont formés de différentes pièces. Donc pensez à une montre avec différents engrenages, et la taille de chaque pièce est bornée inférieurement, et le nombre d'états de chaque pièce est borné supérieurement. Donc c'est des machines où chaque pièce a un nombre fini d'états et même borné supérieurement. Et donc vous voyez que l'idée qui est ici, c'est que l'information dans les mécanismes de Gandhi a une densité bornée, c'est-à-dire si vous vous donnez une taille, vous pouvez mettre un nombre borné de pièces et chaque pièce est dans un état borné. Et donc le système complet est dans un nombre d'états qui est lui-même borné, fini et même borné. Voilà. Et le théorème de Gandhi, c'est qu'un mécanisme ne calcule pas davantage qu'une machine de Turing, c'est-à-dire tout ce qu'un mécanisme peut calculer peut être simulé par une machine de Turing, c'est-à-dire on n'obtient pas de nouvelle machine en respectant ce principe d'une densité bornée de l'information. Alors je vais vous démontrer le théorème de Gandhi, qui n'est pas compliqué à démontrer, surtout 50 ans après, on a des preuves très simples aujourd'hui. Mais avant ça, ça nous mène à la question, est-ce que l'information a une densité bornée dans les mécanismes, comme Gandhi le suggérait très prudemment, ou est-ce qu'elle a une densité bornée en général, comme semble le supposer Boltzmann en posant son équation S égale K log de oméga. Eh bien, la réponse a été apportée en 1981 par un physicien qui s'appelle Jacob Bekenstein, qui nous dit que la quantité d'information qui peut être stockée dans une région de l'espace, de rayon R, est bornée par cette quantité qui se trouve ici, 1 sur 4 log de 2, c cube sur h bar g, donc c c'est la vitesse de la lumière, h bar c'est la constante de Planck et g c'est la constante de la gravitation, multiplié par 4 pi r2. Voilà. Et alors le truc intéressant ici, c'est que Bekenstein a un peu refait toute l'histoire des liens entre physique et informatique, puisqu'il a lui-même commencé par écrire un papier sur l'entropie, et l'entropie des trous noirs. Voilà, donc les trous noirs sont des objets d'entropie maximum, et Bekenstein a calculé l'entropie des trous noirs, il est arrivé à cette formule. Alors, inutile que vous dire que je comprends rien à la physique du papier, mais c'est seulement dans son second papier que Bekenstein a dit « Ah oui, mais on peut aussi
formuler ça en termes d'information, et donc il a remplacé le S-max par I-max, et c'est là que sont apparus le log de 2, et que la constante de Boltzmann a disparu par enchantement de la formule de Bekenstein. Donc il y a un grand mystère, c'est qu'on s'attendrait à avoir quelque chose qui varie en R3. Donc nous les informaticiens, nous aimons bien mettre la mémoire en 3 dimensions, on ne se limite pas à mettre des cases mémoire en plan, on empile les plaques de circuits imprimés. Donc on s'attendrait à ce que ça croisse en R3 et ça croît en R2. Et ça, c'est le grand mystère de cette formule. Donc est-ce qu'on peut mettre la formule en défaut en empilant suffisamment de plaques de circuits imprimés? On ne sait pas. Alors il y a différentes interprétations de ça. Il y en a une qui s'appelle le principe holographique, qui dit que nous vivons en fait dans un espace bidimensionnel. Et nous avons juste l'illusion de vivre dans un espace tridimensionnel. Donc comme ça, on se dit, ça va être un Fellé qui a inventé ça. Bon, mais le Fellé en question est prix Nobel de physique, donc il faut quand même regarder son hypothèse, même si on n'est pas d'accord, il faut la regarder avec un certain sérieux. Et puis, il y a d'autres arguments qui ont l'air un peu plus simples. Il y en a un, c'est que si vraiment vous avez une sphère et que vous la faites croître son rayon et que vous la remplissez de circuits mémoire, eh bien, à un moment, la sphère va s'effondrer sous la force gravitationnelle et devenir un trou noir. Et donc, comme on ne veut pas faire ça, quand on fait croître la taille de la sphère, il faut laisser suffisamment de vide entre les cases mémoire pour éviter l'effondrement gravitationnel, et c'est ça qui donne le R2. Bon, j'ai pas d'avis sur la question, je vous dis juste diverses interprétations de cette formule. Ce qui est peut-être intéressant ici, c'est que non seulement comme Boltzmann et comme Gandhi, Bekenstein nous dit la densité de l'information est bornée, mais Bekenstein nous donne une borne. Et il y a la constante de Bekenstein qui apparaît ici, qui est 4 log de 2, h bar g sur c cube, et c'est 7,2 10 puissance moins 70 mètres carrés. Et vous voyez que ça, c'est la surface d'un bit. C'est-à-dire, si vous avez votre sphère de rayon R, 4 pi R2, il ne vous a pas échappé que c'est sa surface. Et donc, le nombre de bits que vous pouvez mettre, c'est sa surface 4 pi R2 divisé par cette constante de Bekenstein. Et donc, la constante de Bekenstein, qui est homogène à des mètres carrés, eh bien, elle vous donne la surface d'un bit. Et ça a une petite conséquence sur la physique, c'est que non seulement il faut dire adieu à l'entropie, mais maintenant il faut dire adieu aux nombres réels. Et les nombres réels, ils sont présents en physique davantage que la notion d'entropie. Et donc c'est une transformation de la physique embêtante de dire il n'y a plus de réel. Alors pourquoi il n'y a plus de réel? Parce que si vous prenez une suite infinie de bits, 0, 1, 0, etc., à l'infini, mais vous pouvez voir ça comme les décimales d'un réel. Alors ça marche dans toutes les bases, sauf 2. Oui, il ne faut pas confondre la suite 1, 1, 1 et 0, 0, 0. Donc, mais en base 3, ça marche par exemple, ou en base 10, comme vous voulez. N'importe quelle suite de bits, vous pouvez voir ça comme les décimales d'un réel. Et donc ce réel, vous pouvez l'exprimer comme la distance entre les deux mâchoires d'un pied à coulisse. Et votre pied à coulisse, bien qu'il n'ait qu'une taille bornée, il contient une quantité infinie d'informations puisqu'il contient toute la suite des réels. Voilà, mais si vous avez fait un peu de physique, votre prof de physique a dû vous dire que la centième décimale n'a aucun si elle n'a aucun sens physique, pourquoi utiliser des réels? Pourquoi utiliser des réels qui ont une infinité de décimales pour ensuite expliquer que toutes ces décimales, sauf quelques-unes, n'ont aucun sens? Autant utiliser des rationnels ou autant utiliser des décimaux, voire uniquement des entiers. Et donc ça, c'est une question, c'est est-ce qu'on peut faire de la physique uniquement avec des entiers? Et rappelez-vous, c'est déjà la question que posait Pythagore. Pythagore ne se posait pas la question est-ce qu'on peut faire de la physique avec des entiers? Il connaissait que les nombres entiers. Donc il disait qu'on peut faire de la physique avec les nombres, et sa réponse était déjà oui. Mais ce n'était pas une réponse aussi faible que la nôtre, c'était une réponse où il disait oui avec des nombres qui étaient pour lui forcément uniquement les nombres entiers. Donc il y a ce projet néo-pythagoricien qui revient ici de dire adieu au réel et de faire de la physique avec des nombres entiers. Bien, une petite digression sur la constante de Planck, qui est la constante que je déteste le plus en physique. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ma constante préférée, c'est la vitesse de la lumière,
Parce que c'est pas juste une constante qui apparaît dans des équations. C'est pas juste une constante qui apparaît dans l'équation E égale mc2. On dit, bah voilà, l'énergie et la masse c'est pareil, mais il y a une constante, bien sûr, pour passer de l'une à l'autre, et elle s'appelle c. C'est la vitesse de quelque chose. C'est la vitesse de la lumière. Et on peut se poser la même question pour la constante de Planck. La constante de Planck, c'est homogène à une action, et on pourrait dire c'est l'action de quoi? Ah oui, mais ça, on ne sait pas répondre à cette question. Autant on sait que c, c'est la vitesse de la lumière, autant on sait que h, c'est une action, mais on ne sait pas l'action de quoi c'est. Et il y a deux signes qui nous montrent qu'on n'a pas encore compris complètement ce qu'est la constante de Planck. C'est d'abord que quand on sait ce qu'est une constante, on ne lui donne pas un nom, on ne lui donne pas le nom d'un physicien, on ne l'appelle pas la constante de Romer, ou la constante d'Einstein, ou la constante de Fresnel. On n'a pas pris un opticien au hasard pour l'appeler la constante de machin, on l'appelle la vitesse de la lumière. C'est la vitesse de la lumière, on l'appelle la vitesse de la lumière. À l'inverse, on l'appelle la constante de Planck. Donc ça, c'est le signe qu'on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, C a une seule valeur. Il n'y a pas de C bar qui est C divisé par 2pi ou quoi. Il y a juste une valeur. C'est C, on prend la vitesse de la lumière. On ne va pas avoir une constante qui est 2/3 de la vitesse de la lumière, par exemple. On l'écrit 2/3 de C, cette constante. En revanche, pour la constante de Planck, il y a ceux qui préfèrent la constante h, il y a ceux qui préfèrent la constante h bar qui est h sur 2pi, etc. Donc il y a plein de manières de choisir cette valeur. Et ça, on choisit la valeur qui nous permet d'avoir le minimum de parasites dans la formule. Donc selon la formule, h c'est mieux ou h bar c'est mieux, ça dépend des formules. Enfin, en général, h bar c'est mieux, mais il y a des endroits où au lieu d'écrire 2pi h bar, on écrit h, et comme ça on a l'impression que la formule est plus simple. Bien, donc on voit que, contrairement à la vitesse de la lumière qui est lumineuse, la constante de Planck reste une constante assez obscure. Alors, les considérations qu'on a vues, la constante de Bekenstein, va nous aider à mieux comprendre ce qu'est la constante de Planck, mais pour ça, il faut un tout petit peu changer de système d'unité. Et les physiciens aiment bien ce système d'unité, qu'ils appellent parfois le système de Planck, où les unités de distance, de temps et de masse sont choisies de manière à avoir C égale 1, G égale 1 et H égale 1. Mais alors, si vous faites ça, vous voyez que ça ne va pas vraiment vous éclairer la nature de la constante de Planck, puisque vous éliminez la constante de Planck dès le départ dans le choix des unités. Donc, ce que je vous propose, c'est un système d'unités un peu plus simple, où vous posez que la C est égale à 1, vous posez que G est égal à 1, mais vous gardez la constante de Planck, puisque c'est ce qu'on cherche à comprendre, donc il faut la garder et éliminer toutes les autres constantes. Et du coup, vous pouvez pas, ça ne vous détermine pas un unique étalon pour les distances, les temps et les masses, puisque vous n'avez que deux contraintes au lieu de 3, et donc on va garder les distances en mètres. Mais du coup, on va pouvoir exprimer les temps et les masses en mètres aussi. Alors, d'abord, les temps, ça c'est à peu près évident. En relativité restreinte, vous savez qu'on n'a pas de temps en secondes. On a remplacé la variable t par ct, et ct c'est en mètres. Mais en relativité générale, on fait pareil avec les masses, et au lieu de parler de la masse m en kilogrammes, on parle de g sur c2m, qui est en mètres. Et ça s'appelle le deuxième rayon, le demi-rayon de Schwarzschild. Alors pourquoi? Parce que, et c'est comme ça qu'on mesure dans les livres de relativité, c'est comme ça que les masses sont mesurées en mètres. Et ça, si vous avez une masse ponctuelle de m exprimée en kilogrammes, eh bien la masse ponctuelle c'est un trou noir, et vous savez que le trou noir a un horizon au-delà duquel vous ne pouvez plus ressortir du trou noir, et le rayon de ce cercle, enfin de cette sphère qui est autour de la masse ponctuelle, c'est 2 fois le demi-rayon de Schwarzschild, qu'on appelle aussi le rayon de Schwarzschild. Et donc, le fait de mesurer les masses en mètres est traditionnel en relativité générale. Donc, il faut voir ces deux constantes, C et G sur C2, l'une qui est en mètres par seconde et l'autre qui est en mètres par kilogramme, comme des constantes de changement d'unité, et exactement comme la constante qui permet de passer des mètres au pouce. C'est juste des unités différentes pour mesurer la même chose. Donc il n'y a plus que des mètres, et les autres sont des unités, comme le pouce, le kilogramme et la seconde, c'est des unités dérivées. Alors ça reclasse complètement les différentes grandeurs physiques. Par exemple, la vitesse qui avant était en mètres par seconde, maintenant est un scalaire. La quantité de mouvement qui était en kilogrammes, mètres, seconde, moins 1, maintenant elle est en mètres. Donc c'est facile. Vous remplacez kilogramme et seconde par mètre, et vous ajoutez les exposants.
D'accord? Donc, kilogramme, mètre, seconde, moins 1, ça fait plus 1, moins 1, hop, ça fait 1. Et c'est comme ça qu'on a mètre. L'accélération est en mètre moins 1. La force est un scalaire. Vous avez plus 1, moins 2. L'énergie se mesure en mètres. Et l'action se mesure en mètres carrés. Et donc, la vraie valeur de la constante de Planck, ce n'est pas h bar qui est 1, 10 puissance moins 34 mètres carrés, kilogramme, seconde moins 1. Vous voyez que ça, c'est homogène à des mètres carrés. Et pour l'exprimer en mètres carrés, vous devez multiplier h bar par g sur c2, ça c'est un moyen de passer des kilogrammes au mètre, et divisé par c, c'est un moyen de passer des secondes moins 1 au mètre moins 1. Et donc, vous obtenez la vraie valeur de la constante de Planck, qui est h bar g sur c3, et qui est 2,61 10 puissance moins 70 mètres carrés. Et en fait, en général, on ne l'appelle pas la vraie valeur de la constante de Planck, on l'appelle l'aire de Planck, et c'est le carré de la distance de Planck, et la distance de Planck, c'est l'unité de distance dans le système de Planck où h est égal à 1. Mais ici, on n'a pas décidé de prendre h égale à 1, on a décidé de tout prendre en mètres, on s'aperçoit que h, enfin AP, l'aire de Planck, est exprimée en mètres carrés, comme ça. Et alors du coup, vous voyez que la formule de Bekenstein se simplifie beaucoup, puisque ce h bar g sur C3 qui apparaît ici, en fait, c'est la constante de Planck, c'est l'aire de Planck. Et donc ici, vous pouvez exprimer l'information maximale que vous pouvez stocker dans un système de rayon R comme étant 1 sur 4 log de 2 AP fois la surface de la sphère. Voilà, donc ça nous amène à dire que finalement, ce n'est pas la constante de Bekenstein dont on parlait ici, c'est l'aire de Planck multipliée par 4 log de 2, et c'est la bonne valeur pour la constante de Planck. Donc c'est pas h bar, ni h, ni AP qu'il fallait prendre, c'était 4 log de 2 AP. Bah, il suffit de multiplier par 4 log de 2, hein, une constante, quand vous voulez multiplier par une constante, ça reste une constante. Donc, comme ça, vous pouvez donner une définition de la constante de Planck. La constante de Planck, c'est l'aire d'un bit. La constante C, c'est la vitesse de la lumière. La constante H, c'est l'aire d'un bit. Et malheureusement, comme Planck était là avant, certes après Boltzmann, mais avant Shannon, avant Brillouin, avant Landauer, avant Bédet, il ne pouvait pas avoir cette définition. Et c'est pour ça qu'il dit c'est le rapport entre la longueur d'onde et la fréquence et l'énergie d'un photon. Donc il lui donne une valeur de constante dans une formule et pas une valeur de constante qui mesure quelque chose comme l'aire d'un bit ou la vitesse de la lumière. Et donc ce dont il faut se souvenir, c'est qu'on a oublié de multiplier la constante de Planck par 4 log de 2 et on l'a donné dans un mauvais système d'unité. Mais mis à part ça, la constante de Planck, elle se définit comme étant l'aire d'un bit. Voilà, donc ça c'est maintenant que vous avez défini la constante de Planck comme ça, le grand mystère c'est d'expliquer pourquoi un photon qui a une fréquence nue a une énergie h nu où h c'est l'aire d'un bit avec quelques constantes, enfin quelques unités et constantes à changer. Voilà, donc c'est ça le vrai problème. Le vrai problème n'est pas de faire comme Bekenstein et d'expliquer que l'entropie maximum c'est Imax, enfin, ou l'information c'est Imax, c'est ce qu'il y a, c'est de partir de ça comme définition de la constante de Planck et de retourner vers les utilisations traditionnelles de la constante de Planck. Voilà, et donc ça c'est ce genre de questions qui se posent dans cette toute petite communauté créée par Brillouin, Feynman, etc., de reformuler la physique à partir d'une bonne définition, par exemple, de la constante de Planck. Bien, c'est pas ce sur quoi je vais conclure. Je vais conclure par une autre manière de transformer la physique, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est d'essayer de ne pas utiliser de nombres réels et de faire toute la physique avec des nombres entiers. Et donc ça, c'est l'idée de faire de la physique discrète. Et un des éléments qui sont utiles en physique discrète, c'est cette notion d'automate cellulaire. Et la notion d'automate cellulaire va venir d'elle-même dans la démonstration du théorème de Gandhi que je vous avais promise, mais une promesse que je n'avais pas encore tenue. Donc souvenez-vous, le théorème de Gandhi, c'est qu'un mécanisme ne calcule pas davantage qu'une machine de Turing. Et une fois qu'on s'est rendu compte que l'hypothèse de Gandhi, qui était de dire on va considérer uniquement des mécanismes, c'est-à-dire des systèmes physiques dans lesquels
la quantité d'information est bornée, eh bien, finalement, ça, ce n'est pas une hypothèse, puisqu'on est amené à faire Bekenstein nous apprend, ça reste bien sûr spéculatif, hein, mais disons, Bekenstein suppose au moins que c'est vrai de tous les systèmes physiques. Eh bien, on a maintenant une formulation plus générale qui est qu'un système physique ne peut pas calculer davantage qu'une machine de Turing. Bon, et ici, c'est quelque chose qu'on me reproche suffisamment, donc je vais juste dire que ça n'a aucune importance. Quand je dis un système physique calcule, bien sûr, ça ne prête pas une intention au système physique. On pourrait tout à fait formuler la même chose en disant « avec un système physique, nous ne pouvons pas calculer davantage qu'avec une machine de Turing ». C'est juste une manière plus simple de dire cette idée. Donc voilà comment on peut aujourd'hui démontrer ce théorème. Vous prenez l'espace et le temps et vous les divisez arbitrairement en ce que vous voulez du moment que c'est un pavage. Donc, par exemple, vous pouvez diviser l'espace en hexagone, comme ça, et le temps en intervalle. Et maintenant, vous considérez une cellule de ce pavage. Donc, chaque cellule a un espace d'état qui est fini. Et ça, c'est une conséquence du principe de Bekenstein. L'état d'une cellule à un instant donné ne peut dépendre que de l'état d'un nombre fini de cellules à l'instant précédent. Et ça, c'est lié au fait que l'information ne peut pas se propager plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est pas Bekenstein, c'est Einstein tout court. Et enfin, la dernière chose que vous avez besoin de savoir, c'est que la fonction d'évolution qui vous associe l'état d'une cellule, l'état d'un groupe de cellules à l'état d'une cellule, eh bien, cette fonction, c'est la même partout et en tout temps. Et ça, c'est deux autres principes de la physique qui sont l'homogénéité de l'espace et l'homogénéité du temps. Et donc, vous voyez qu'avec ces quatre principes, densité bornée de l'information, vitesse bornée de transmission de l'information, homogénéité de l'espace, homogénéité du temps, vous obtenez que l'univers peut être simulé par un automate cellulaire. Donc, n'importe quel phénomène physique peut être simulé par un automate cellulaire. Alors, bien entendu, une autre remarque qu'on peut faire, c'est que dans la manière dont j'ai formulé le théorème, on a l'impression que l'évolution du système est déterministe, puisque j'ai parlé de fonctions qui, à l'état des cellules, associent l'état de la cellule à l'instant suivant. Et bien entendu, c'est une manière de décrire le monde qui n'est pas du tout liée au déterminisme. Vous pouvez tout à fait avoir la version non déterministe de ça, où au lieu d'avoir une fonction qui, à l'état des cellules qui sont grisées, vous associe l'état de la cellule centrale à l'instant suivant, vous pouvez tout à fait associer un ensemble d'états possibles, et le système évolue aléatoirement vers l'un de ces états possibles. Et si vous voulez, vous pouvez même munir cet espace des états d'une mesure de probabilité, si vous voulez aller encore plus loin. Donc ici, on ne suppose ni que l'état, ni que le monde est lui-même divisé en cellules, ni que le monde a une évolution déterministe, ni qu'il a une intention de calculer quoi que ce soit, mais on s'aperçoit que simplement n'importe quel système physique peut être simulé par un automate cellulaire déterministe ou non déterministe, et c'est ça que nous dit le théorème de Gandhi. Bien, alors ça c'est bien, mais maintenant il faut le faire. Hein, il ne suffit pas de dire on peut oublier toute la physique qu'on connaît et tout remplacer par des automates cellulaires, il faut le faire, et il faut le faire chapitre de la physique par chapitre de la physique. C'est-à-dire il faut remplacer les équations de Maxwell par un automate cellulaire, il faut remplacer les équations de Newton par un automate cellulaire, il faut remplacer tout ce que vous connaissez par des automates cellulaires. Et donc ça on peut le faire que petit à petit. Et je vais juste vous montrer un exemple en mécanique, et un exemple qui vous montre que des problèmes difficiles de mécanique peuvent être abordés simplement dès la licence. Okay, je pense qu'on pourrait les aborder dès le lycée, mais d'abord, vous n'êtes pas prof de lycée, donc ça ne vous concerne pas. Et d'autre part, les profs de lycée sont un peu plus réticents que vous, donc peut-être ont-ils des raisons, mais vous allez voir qu'il y a des phénomènes qui sont réputés difficiles à étudier, qui deviennent très faciles à étudier, et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que la description d'un mouvement dans un automate cellulaire? Il ne suffit pas de dire on peut tout simuler avec un automate cellulaire, il faut quand même essayer de retrouver un peu les notions habituelles de physique, et donc la première, c'est le mouvement et son caractère relatif.
Donc, la description d'un mouvement dans un automate cellulaire, ça demande de considérer un automate cellulaire qui a un nombre d'états, parmi lesquels il y a un état particulier qu'on appelle l'état Q. Et l'état Q, c'est l'état d'une cellule qui est au repos et qui est quiescente. Donc le Q vient de cet adjectif en français, quiescence. Non, elle est quiète. Voilà, oui, c'est ça. Les cellules sont quiètes. Sauf une qui est marquée en rouge ici dans cet exemple en une dimension, qui est la position de la particule. Et il faut que cette unicité de la cellule rouge au milieu de cellules quiètes soit un invariant des règles de transformation. Sinon, votre particule devient deux particules, bon, ce qui est possible, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un mouvement. Donc si vous avez cet invariant, votre automate cellulaire décrit un mouvement. Et donc on va juste prendre un exemple de mouvement et de voir comment on peut le décrire assez simplement avec un automate cellulaire, et c'est ça qui est les travaux que nous avons fait avec Pablo Arrigui. Donc ce que je vais vous montrer s'appuie sur un travail commun avec lui. Bien. Donc, nous nous sommes dit, nous allons faire un cas simple, c'est la physique de Newton. Or, il s'avère que la physique de Newton est impossible à simuler avec des automates cellulaires, puisque dans la physique de Newton est incompatible avec le principe que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Si vous prenez ici cet objet et que vous le laissez tomber en chute libre, sa vitesse va croître linéairement avec le temps, c'est-à-dire après un temps qui est la vitesse divisée par la vitesse de la lumière, ou un truc comme ça, l'objet va aller plus vite que la vitesse de la lumière, simplement à cause de la chute libre de Newton. Sans frottement, oui, sans frottement. Mais la physique de Newton ne présuppose pas qu'il y a nécessairement des frottements. Donc, on a essayé, par exemple, de simuler ne serait-ce que la chute libre dans la physique de Newton par un automate cellulaire. C'est impossible, parce qu'il y a un moment où l'objet va plus vite que la vitesse de la lumière, et vous n'avez plus assez d'états dans l'automate cellulaire pour représenter la vitesse. Bon, donc on s'est dit, on va faire plus simple, on va prendre la relativité générale. Voilà, donc ça c'est le problème en relativité générale. Vous avez une étoile et une planète autour, et il faut trouver le mouvement de la planète autour de l'étoile. Alors l'étoile est ponctuelle, la planète aussi d'ailleurs, et la distance entre l'étoile et la planète peut être quelconque. Et vous allez voir qu'on a pris quelques hypothèses là-dessus qui sont discutables. Bien, donc, comment est-ce qu'on décrit ce mouvement en relativité générale ? Quand on a une masse ponctuelle qui crée un champ gravitationnel en relativité générale, il n'y a pas des trucs compliqués comme en physique de Newton avec des forces et des accélérations, etc. Il y a un truc simple, c'est un tenseur métrique. C'est-à-dire la distance entre deux points de coordonnées t, x, y. Donc t c'est le temps, x et y c'est l'abscisse et l'ordonnée, et tout ça se passe dans un plan puisque la planète va avoir son mouvement qui est dans un plan, on n'a pas besoin de la troisième dimension, enfin de la quatrième dimension je veux dire. Eh bien, la distance entre deux points de coordonnées t, x, y, vous faites la différence des points, xa moins xb moins xa, okay, vous avez le vecteur d'un point qui va d'un point à l'autre, et vous calculez la norme de ce vecteur en utilisant ce tenseur métrique, c'est-à-dire vous appliquez cette matrice 3,3 au vecteur colonne t, x, y, à gauche vous mettez le vecteur ligne t, x, y, et ça fait un scalaire, et c'est la distance entre les deux points, enfin le carré de la distance. Voilà, et qu'est-ce que vous avez dans les coefficients de la matrice? Vous avez x et y, qui sont les coordonnées du point ou du vecteur. Vous avez r, qui est juste une notation pour racine de x2 plus y2, mais on pourrait l'éliminer, le r. Et vous avez m, qui est la masse de l'étoile, exprimée en mètres, c'est-à-dire c'est gm sur c2. Et d'ailleurs, vous voyez que m n'apparaît jamais sans un 2 avec. Donc, m, c'est le demi-rayon de Schwarzschild de la masse, et 2m, c'est le rayon de Schwarzschild, et c'est lui qui apparaît, par exemple, dans les r-2m. Et comment est-ce qu'on sait que c'est ça, le tenseur métrique? C'est parce que c'est une solution de l'équation d'Einstein pour une masse ponctuelle. Et quel est le mouvement de la planète? Eh bien, c'est juste une géodésique pour cette métrique. Il s'avère juste que calculer cette géodésique est
très difficile du point de vue analytique, et c'est pour ça qu'un certain Christoffel a inventé une notation qui s'appelle les symboles de Christoffel, et qui permet d'écrire des équations aux dérivées partielles sur seulement 4 lignes au lieu de 4 pages. Et rien que comprendre la notation des symboles de Christoffel rend la relativité générale difficile. Mais on ne va pas avoir besoin de faire ça, on va juste prendre cette métrique et calculer la géodésique. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une géodésique discrète? Et c'est une question qui a déjà été posée, qui est par exemple une question traditionnelle en géométrie algorithmique, où on travaille sur un plan qui est discret, c'est Z2, et il y a des questions géodésiques qui apparaissent en géométrie algorithmique, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est des questions qui ont déjà été discutées, et la définition qu'on a prise est un peu différente des définitions qui sont habituelles. Donc, d'habitude, on vous dit qu'une géodésique, c'est le plus court chemin entre deux points, mais c'est aussi le chemin le plus droit. Et il y a une métaphore pour ça, c'est si vous avez un vélo, eh bien vous pouvez vous balader où vous voulez sur Terre, mais si votre vélo est cassé et qu'il n'y a plus de guidon, et donc la roue avant est bloquée dans l'axe du vélo, d'accord, donc là le vélo avance tout droit, et bien à ce moment-là, vous faites des grands cercles. Vous faites des géodésiques. Donc la géodésique, ça consiste à ne pas tourner le guidon. Donc quand vous avez 3 points, ici, E, F, E et F, vous les avez, et puis vous cherchez à faire une géodésique, et vous avez 3 candidats, G1, G2 et G3, et la question c'est quel est le point auquel on arrive si on va tout droit. G3. Voilà. Donc on essaye de formaliser ça, et on a une fonction W qui prend 3 points, E, F et G, et qui mesure à quel point E, F et G consistent à aller tout droit, à aller droit devant soi. Alors une possibilité, c'est de considérer l'angle externe en F au point médian. Donc vous voyez que cet angle, plus on va tout droit, plus il est petit, et donc quand on va vraiment tout droit, il est nul. Une autre possibilité, c'est de considérer la dérivée de la distance totale DE plus DEF plus DFG, la distance EF plus la distance FG, donc la distance totale pour aller de E en G en passant par F, en faisant varier F. Donc vous voyez que si vous avez ce triplet EFG, eh bien en faisant varier F, vous avez un moyen de diminuer la distance totale EF plus FG. En passant par le point rouge, je vais passer par le point noir. Et donc ça veut dire que en calculant la dérivée de cette distance, on va vous dire, hey, si tu montais un peu en haut et à gauche, eh bien ça serait plus court. Donc la dérivée va vous pousser dans cette direction. Et donc ça, dans le cas continu, on peut définir W de E, FG comme la dérivée. Alors, la somme des carrés des dérivés de cette fonction par rapport à t, à x et à y. Mais comme on est dans le cas discret, on remplace les dérivés par des différences finies, c'est-à-dire EFG, le W de EFG, eh bien, pour le calculer, on fait varier f dans son voisinage, dans les cellules qui se trouvent autour, et il faut que la variation soit toujours positive, c'est-à-dire que toujours positive, c'est-à-dire qu'en déplaçant f dans un point voisin, eh bien, on augmente la distance et non on la diminue. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on définit W. Voilà, donc ça c'est juste une définition simple de ce que ça veut dire aller tout droit. Et ensuite, dans le cas continu, on dirait qu'une suite de points E1, En est une géodésique. Si pour tout triplet de points consécutifs, EI-1, EI, EI plus 1, on a W de EI-1, EI, EI plus 1 qui est nul, c'est-à-dire on va vraiment tout droit entre ces 3 points. Mais ça c'est trop contraignant dans le cas discret, bien sûr. Donc tout ce qu'on demande, c'est que ce W soit minimum pour les variations locales de EI plus 1. C'est-à-dire que si on a n'importe quel voisin G de EI plus 1, il faut que W de EI-1, EIG soit supérieur à W de EI-1, EI, EI plus 1. Et donc ça nous donne un algorithme pour calculer la géodésique. Une fois qu'on a les points EI-1 et EI qui sont donnés, on tire au hasard un point G,
Et on calcule si pour les points voisins, il y a un point qui rend G plus petit, et donc on fait une descente de gradient, et tant qu'on trouve un voisin qui nous permet de minimiser W davantage, on remplace G par ce voisin. Et quand on n'a plus la possibilité de le faire, eh bien on se dit, ça y est, j'ai trouvé le meilleur candidat pour être dans la géodésique, et c'est EI plus 1. Et bien sûr, ça, il y a un degré de liberté en trop, vous voyez ça. Il faut se fixer la date à laquelle on cherche le point, et puis on fait varier le point G dans l'espace, mais pas dans le temps, parce qu'il y a plein de points sur la géodésique. Donc il faut choisir un des points de la géodésique, et on prend celui qui a un temps particulier. Et donc on le fait juste varier dans l'espace, on ne le fait pas varier dans le temps. Voilà, donc ça c'est un algorithme relativement simple, qui nous demande juste de faire un calcul de différence fini pour calculer W, et puis ensuite de faire une descente de gradient pour déterminer le point suivant de la géodésique. Et on a appliqué, donc on a programmé ça, on a fait bien sûr plein d'erreurs de programmation, puis à la fin on les a corrigées, et à la fin on a obtenu une géodésique pour le mouvement d'une planète autour d'une étoile, qui est celui-ci. Et donc vous voyez que ça ressemble à une ellipse, mais il y a une précession du périhélie. Alors je vous ai dit qu'on a un tout petit peu triché. Parmi les gens qui font des simulations de la relativité générale, il y a un but, c'est d'obtenir l'avance du périhélie de Mercure, d'ailleurs qui était la pierre de touche de la relativité générale, mais l'avance du périhélie de Mercure est de quelques secondes d'arc par révolution. Bon, et donc c'est quand même, si de Kepler jusqu'à Einstein, on considérait que l'avance du périhélie de Mercure était un détail, c'est bien parce que c'était pas un truc très visible. Donc pour ça, on a pris une planète qui est plus proche du Soleil, de manière à maximiser les effets relativistes, et là la planète est à quelques centimètres du Soleil. Donc c'est pour ça que c'est une hypothèse contestable, mais comme le Soleil est ponctuel, ça pose pas de problème. Il y a plein de gens qui nous disent mais la planète elle va fondre, etc. Bien sûr, ça n'a aucune importance. Bien, alors ça nous donne quand même une avance du périhélie qui n'est pas tout à fait différente de celle qui est calculée. Voilà, donc je vous ai dit c'est une fausse planète qui est très près de l'étoile. Et on n'a pas encore de résultats similaires pour Mercure. Alors c'est un des stages qu'on propose chaque année aux élèves de master, mais ça ne les intéresse pas. Notre discrétisation est trop grossière pour le moment pour qu'on arrive à simuler exactement la trajectoire de Mercure. Il faut faire des calculs non pas avec des nombres de 64 bits, mais il faudra aller bien au-delà, et donc il faut installer des librairies pour ça, etc. Donc ça nous semble un sujet de stage intéressant, mais ça pourrait être un sujet de TIPE intéressant, puisque aucun stagiaire de master ne veut de notre sujet. Pourquoi est-ce qu'un élève de prépa ne pourrait pas le faire brillamment? La physique est simple, les maths sont simples, je vous ai tout montré, il n'y a rien de plus que ce que je vous ai montré. Bien, alors c'est pas encore tout à fait un automate cellulaire, au sens où le champ gravitationnel, il est là dès le départ. D'accord, l'étoile est là de toute éternité, le champ gravitationnel est là dès le départ, et donc l'état d'une cellule n'est pas juste la présence ou l'absence de la planète, comme je vous ai défini ce qu'était le mouvement d'un automate cellulaire, mais l'état d'une cellule, c'est aussi la valeur du tenseur métrique à ce point. Et ça, c'est une mauvaise chose, il faudrait remplacer ça par des particules qui proviennent de l'étoile et qui propagent le champ. Bon, mais ça, on l'a pas fait non plus. Alors en revanche, du côté positif, il y a le fait que dans notre programme, nous avons presque uniquement des entiers. C'est-à-dire, on a complètement éliminé l'utilisation de nombres flottants, sauf pour le calcul de la distance elle-même. Puis après, on l'arrondit à un entier et on s'arrête là. Donc, tout ce dont Sylvie Boldo va vous parler dans son exposé, nous n'en avons absolument pas besoin. Nous faisons de la physique uniquement avec des entiers. Alors, du côté positif, on a une avance du périhélie dans la simulation qui est de 6 degrés et 0,27.
Et pour cette planète-là, les calculs de la relativité nous donnent 6,17. Et donc, on est plus ou moins les premiers à avoir trouvé la bonne avance du périhélie d'une planète, pas de Mercure, hein, mais d'une planète, avec précision, et donc d'autres simulations avec des automates cellulaires de la relativité générale. À nos yeux, il manquait un terme et ils étaient loin de retrouver l'avance du périhélie, mais bon, ils s'étaient donné comme objectif celui de Mercure, qui est plus compliqué à obtenir. Bon, donc, mais enfin, vous voyez que les calculs sont pas complètement, c'est pas uniquement un modèle jouet, hein, on retrouve d'assez bonnes valeurs pour l'avance du périhélie. Et une autre qualité de ce système, c'est que quand on fait tendre la taille des cellules de l'automate cellulaire vers 0, à ce moment-là, on retrouve dans les... On peut montrer que la trajectoire qu'on calcule tend point par point vers la trajectoire qui est prédite qui est calculée par la relativité générale. Et donc ça aussi, c'est une différence avec d'autres simulations par des automates cellulaires qui manquaient un terme. Voilà, donc on est encore loin de pouvoir refaire toute la physique avec des automates cellulaires, mais vous voyez que des phénomènes qui sont prétendument assez complexes, comme, des théories assez complexes comme la relativité générale, et des phénomènes assez complexes comme la prédiction de l'avance du périhélie d'une planète, on peut vraiment les toucher du doigt grâce à des automates cellulaires. Alors, dans les côtés négatifs, il y en a un que j'ai pas mentionné, c'est que nous avons passé des heures et des heures à changer la position et la vitesse initiale de la planète jusqu'à obtenir la belle trajectoire que vous avez. Dans la plupart des cas, ou bien la vitesse est trop forte et la planète s'échappe, ou bien la vitesse est trop faible et la planète s'écrase sur l'étoile. Mais ça, c'est à la fois un élément négatif du modèle. Plein de gens nous disent, vous donnez un exemple et ça marche, c'est parce que les autres exemples ne marchent pas, c'est pour ça qu'on ne les donne pas. Mais cependant, ce que disent, et ça je sais pas pourquoi, mais je sais qu'ils le disent, ce que disent les gens qui font de la mécanique céleste, c'est que ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'une planète, si vous lui donnez une vitesse quelconque, en général, ou bien elle s'échappe ou bien elle tombe sur l'étoile, le fait qu'elle retombe dans une trajectoire presque elliptique est plutôt rare. Voilà. Donc nous pouvons confirmer que c'est plutôt rare et c'est même très très rare. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est à mettre au crédit ou au débit dans notre bilan. Voilà, bien, je suis arrivé à ma conclusion. Donc, quelques points pour rappeler ce que j'ai dit dans l'exposé. C'est d'abord que les physiciens et les informaticiens, nous sommes maintenant d'accord sur le fait qu'il est impossible d'encoder une quantité d'informations non bornées dans une région bornée. Et ça, c'est une idée qui est finalement assez ancienne. D'abord, quand on demande à des physiciens, surtout des électroniciens, est-ce que vous pouvez nous faire un circuit mémoire qui, au lieu de doubler de capacité tous les 18 mois, aurait dès le départ une capacité infinie, et comme ça, on n'aurait plus besoin de doubler. En général, ils nous disent non, c'est pas possible. Donc, on leur dit, est-ce que c'est un principe de la physique? Ils nous disent ça, on n'en sait rien. On leur dit ensuite, est-ce qu'on peut coder une quantité arbitraire, ne serait-ce que quelques gigas, dans la position des mâchoires d'un pied à coulisse? Ils nous disent non, on peut coder 3 décimales. Donc on dit, mais est-ce que ça c'est un principe fondamental de la physique qui nous en empêche? Ils nous disent, on n'en sait rien. Mais disons, cette idée que on ne peut pas utiliser un système physique pour coder une quantité infinie d'informations est une idée qui est quand même largement partagée. Juste peut-être la différence, c'est que les informaticiens, nous pensons que c'est un principe fondamental de la physique, alors que les physiciens pensent que c'est un point anecdotique. Bien, les formulations habituelles de la physique, donc avant Shannon, Bekenstein et en fait il faudra dire avant Boltzmann, utilisent une notion d'entropie qui, a posteriori, se révèle être une proto-notion d'information. Donc essentiellement, si Carnot, du coup il faut remonter avant Boltzmann, mais si Carnot a inventé la notion d'entropie, c'est parce que Carnot a eu la malchance de naître avant Shannon. S'il était né après Shannon, eh bien, il aurait très certainement employé le mot information à la place du mot entropie. Et donc, comme à partir d'une hypothèse fausse, on peut déduire tout ce qu'on veut, mon énoncé est vrai.
Alors, plus que la notion d'entropie, c'est peut-être la notion de nombre réel qui est un problème en physique. Cela dit, jusqu'à Dedekind, les physiciens n'utilisaient pas de nombre réel, personne ne savait ce que c'était un nombre réel, ils utilisaient des nombres avec à virgule et puis c'est tout. L'idée d'un développement décimal illimité qui nous permet de démontrer la belle propriété du... le beau théorème des valeurs intermédiaires, bon, est vraiment une invention du 19e siècle, enfin de la fin du 19e siècle. Donc il n'y a pas de... il n'est pas évident, disons, que les physiciens étaient aussi attachés que ça au nombre réel, mais peut-être que cette focalisation de la physique sur les nombres réels est un problème. Alors ça... Pour une fois, c'est une idée qui, bien sûr, est une idée très informaticienne, mais qui rencontre un peu un écho du côté des physiciens, qui disent ça d'une autre manière. Ils disent qu'avec les... alors, les physiciens standards, on va dire, nous disent, bon, toutes ces histoires d'information, etc., ça n'a aucune importance. En revanche, il y a une chose qui les intéresse, c'est que quand on mélange la relativité générale et la physique quantique, avec les formulations continues, il y a des singularités qui apparaissent. Il y a des infinis qui apparaissent et qu'on veut éliminer. Et au moins, l'avantage des formulations discrètes, c'est que si les infinis arrivent, ben c'est forcément entre deux valeurs de discrétisation et on ne les voit pas. Donc un des arguments, le principal argument des physiciens pour utiliser des formulations discrètes et non des formulations continues de la physique, c'est que c'est peut-être le moyen de faire disparaître ces singularités. Voilà. Donc ça nous amène à penser à une reformulation de la physique où on remplace le mot entropie par le mot information et on remplace le mot équation différentielle par automate cellulaire. Et le point sur lequel j'ai voulu un peu insister, parce que je pense qu'il a un intérêt concret pour vous, c'est que parfois, le fait de considérer des automates cellulaires plutôt que des équations différentielles rend certains chapitres de la physique plus accessibles. Par exemple, le calcul des géodésiques, moi, je n'aurais jamais pensé, quand j'étais étudiant, que je pourrais un jour calculer une géodésique par moi-même. Eh bien, certes, dans un automate cellulaire, mais cependant, j'y suis arrivé et c'était pour moi une grande victoire. Voilà, je vous remercie. Oui, ok. Je crois qu'il faut prendre le micro pour les questions. C'est bon. Question. Tu nous as précisé comment on calculait, donc tu nous as dit pour calculer une géodésique, on prend un point E0 à l'instant 0, un point E1 à l'instant 1, et puis on va calculer E2 à l'instant 2 à partir de E0, E1. Et pour calculer E3, tu as le choix ou bien de repartir de E1 et E2, ou bien d'utiliser E0, E1. Donc est-ce que ça donne pas forcément la même chose? Qu'est-ce que ça donne derrière? Alors nous on est reparti de E1, E2 pour calculer E3. On n'a pas essayé de repartir de E0, c'est pas une idée qu'on a eue. Mais... C'est pas sûr que ça donne le même. Non, c'est pas sûr que ça donne le même point, mais c'est une bonne idée de TIPE. D'autres idées de TIPE? Donc il y a un point que tu n'as peut-être pas cité explicitement, c'est le fait que les formulations mathématiques de la physique sont des modèles, forcément de quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement. Et donc tu nous as montré qu'on pouvait faire des modèles discrets à base d'automates cellulaires à la place de modèles continus. Je vais faire un énoncé, tu me diras ton point de vue. C'est que pour moi, l'intérêt est d'avoir des modèles qui peuvent être plus simples, parfois dans le domaine réel, et faciliter la prédiction avec des hypothèses, là où les modèles à base d'automates cellulaires risquent d'être plus complexes à maîtriser pour un être humain sans un ordinateur derrière, pour simuler les automates cellulaires. Donc, oui. Est-ce que tu es assez d'accord avec cette intuition ? Ah oui, de la même manière que la méthode de Newton est une bonne manière pour résoudre des équations différentielles quand on a un ordinateur, c'est une méthode qui est un peu fastidieuse quand on la fait à la main,
Et donc le fait d'avoir des automates cellulaires et pas d'ordinateur pour les simuler, c'est juste impossible d'observer les mouvements. Donc on garde une description algorithmique du phénomène, mais si on n'est pas capable d'exécuter l'algorithme, bon, on a juste une description, mais c'est moins drôle que si on est capable de l'exécuter. Donc oui, c'est vrai. En termes d'enseignement, finalement, le continu et les réels peuvent être un outil qui nous permettent plus facilement de montrer qu'on peut prédire des choses. Par exemple, en mécanique du solide, avec des tas d'hypothèses, on arrive à calculer des choses symboliquement, ouais. On est d'accord. Mais on aurait plus de mal à enseigner les modèles mathématiques de la physique si on passait par le côté discret. Alors, si les phénomènes sont simples, effectivement, la formulation continue a un avantage. Par exemple, dans la mécanique de Newton, la trajectoire des planètes est une ellipse, et on peut le démontrer. C'est pas tout à fait facile à démontrer, c'est quand même un gros investissement de le démontrer. Mais effectivement, après, on peut facilement calculer la position à n'importe quelle date future, puisqu'on sait que c'est une ellipse. En revanche, ça c'est l'exception en physique. La règle, c'est qu'on a des équations qu'on ne sait pas intégrer, et donc on pose l'équation, et donc on est un peu dans le même cas que quand on a un automate cellulaire et pas d'ordinateur. On a une belle description du phénomène, mais on ne sait rien en faire pour prédire quoi que ce soit, à moins de résoudre les équations par des éléments finis ou des différences finies, etc. Donc la méthode de Newton ou ce genre de choses. Et donc là, la question se pose un peu de la même manière pour les équations non intégrables, ou qu'on ne sait pas intégrer encore, qui sont de dire mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a l'équation, et on peut la contempler, comme on peut contempler les définitions d'automates cellulaires, mais ce qui est quand même intéressant, c'est d'essayer de l'utiliser, et l'utiliser demande d'utiliser Scilab ou un truc comme ça, et on se retrouve dans une situation un peu similaire. Une des fonctions du professeur de physique, c'est dans cet océan de phénomènes qu'on ne comprend pas, d'en sélectionner un ou deux sur lesquels on sait dire quelque chose. Donc, par exemple, la loi de la chute des corps sans frottement, comme ça a été rappelé, puisque dès qu'on a des frottements, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais voilà, la chute des corps dans le vide, bon, génial, c'est une équation y, point, égale 0, et il s'avère que celle-là, on sait l'intégrer. Mais peut-être c'est aussi un message à faire passer aux élèves jeunes, c'est que ça c'est plutôt rare. Il y a aussi un grand nombre de situations où on sait écrire les équations, on sait écrire les automates cellulaires, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et par exemple, dans le cas de la relativité, il y a un processus qui consiste à simplifier l'équation pour montrer que c'est une ellipse, ou enfin une conique en général, puis à faire une perturbation de l'équation pour retrouver l'avance du périhélie. Bon, mais c'est lourd, et du coup on le fait en master. Donc le fait de pouvoir, dès le L1, voir l'avance du périhélie parce qu'on l'a programmé soi-même, c'est aussi quelque chose qui peut, je pense, véhiculer des idées intéressantes en physique. C'est pas juste que ça va motiver les élèves, c'est que ça va montrer aux élèves qu'il y a des phénomènes complexes qu'on peut simuler, mais qu'on ne comprend pas forcément. Je trouve l'idée fascinante, mais moi, il y a deux trucs qui m'ont toujours dérangé, et là, tu es passé dessus, alors soit sans le dire, soit volontairement ou pas. D'abord, il y a des fonctions qui sont difficiles à définir de Z dans Z. Donc, par exemple, il y a une racine carrée à un moment donné, comme on fait quand on est juste en nombre entier. Et la deuxième chose, c'est que tu as un réseau hexagonal. Oui, alors... Non, alors, je vais revenir juste d'abord sur le réseau. J'ai pris un exemple de réseau hexagonal pour montrer qu'on pouvait prendre n'importe quel réseau, ça n'avait pas d'importance. Tous les calculs dont je vous parle, après on les a fait avec un réseau carré. Donc, enfin cubique, quoi. Il y a un certain nombre de phénomènes qui demandent un réseau hexagonal, qui simulent mieux avec un réseau hexagonal, mais c'est relativement rare. Après, effectivement, une des raisons pour lesquelles on a inventé les nombres réels, c'est parce que tout y est plus simple. Par exemple, une équation qui est bien connue pour ne pas avoir de solution, comme P sur Q au carré égale 2,
x au carré égale 2 n'a pas de solution, bien sûr. Tout d'un coup, hop, on invente un nombre qui est la solution de cette équation. C'est comme ça qu'on a le théorème des valeurs intermédiaires, c'est comme ça qu'on a la racine carrée, etc. Bon. Voilà, donc en ça, les nombres réels sont ce que Alain Berthoz appelle une solution simplex. Ça veut dire, c'est un truc qui consiste à compliquer l'objet, donc à rajouter des nombres entre les rationnels, de manière à tenir un discours plus simple sur eux. Et donc par exemple, le théorème des valeurs intermédiaires sur Q, il existe. Il vous dit que si vous avez une fonction continue de Q dans Q, alors pour tout epsilon, enfin ici elle est positive en un point et négative en l'autre, alors pour tout epsilon, il existe un x tel que f de x soit inférieur en valeur absolue à epsilon. Bon, c'est plus compliqué qu'il existe un x tel que f de x soit égal à 0, mais c'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc on simplifie le théorème en complexifiant l'ensemble des nombres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est utile et c'est quelque chose qu'il faut continuer à garder. Et ça fait partie de l'esprit d'abstraction, de dire, voilà, on a un objet, on va le lisser de manière à rendre le discours plus complexe, plus simple dessus. Donc, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas utiliser les outils continus du tout. C'est de bonnes approximations. Les réels sont de bonnes approximations des rationnels, comme on le sait. Donc, on peut approximer un rationnel par un réel qui a des propriétés bizarres. Mais c'est quand même important de dire qu'il y a une racine carrée, mais comme les physiciens nous expliquent que la 10e décimale de la racine carrée n'a pas de sens, eh bien utiliser la racine carrée arrondie à la 10e décimale, c'est-à-dire le plus petit entier tel que n au carré soit inférieur à p, c'est ça notre racine carrée, eh bien c'est déjà pas mal. On peut déjà faire ça. Mais effectivement, il n'y a plus de sinus, il n'y a plus de cosinus, il y a beaucoup de trucs en moins, il y a beaucoup de choses qu'on perd. Et c'est intéressant de mettre en vis-à-vis ce qu'on peut faire avec des entiers, ce qu'on peut faire avec des réels. Je ne sais pas si je vous ai parlé une fois de ma fonction logarithme préférée. Donc de la même manière que je n'aime pas la fonction exponentielle, mais j'aime bien la fonction x puissance n, où n est un entier, parce qu'elle est facile à définir, c'est x fois xn fois, donc c'est plus simple que la fonction exponentielle. Il y a une fonction logarithme qui peut se définir de exactement la même manière, c'est l'analogue de la fonction exponentielle, mais là c'est le résultat du logarithme qui est toujours un entier. Et c'est le nombre de fois par lequel il faut diviser x par 2 pour obtenir un nombre inférieur ou égal à 1. Et ça c'est une fonction logarithme arrondi, c'est le logarithme bien sûr binaire, comme tous les gens civilisés, mais arrondi par excès. Et bien entendu, comme il est arrondi par excès, ses propriétés sont plus compliquées que la belle fonction logarithme que vous connaissez. Par exemple, le log de a plus b, c'est le log de a plus le log de b, ou bien le log de a plus le log de b moins 1. Voilà, c'est moins bien. Ça nous fait rêver à une autre fonction log qui serait tout le temps log de a plus le log de b. Mais ça se définit extrêmement simplement, c'est pareil, c'est l'analogue de la racine carrée. Quand on disait la racine carrée arrondie par défaut, c'est le plus petit entier, le plus grand entier tel que n au carré soit inférieur à p. Là c'est pareil, c'est le plus petit entier n tel qu'en divisant par 2 puissance n, on obtient quelque chose de plus petit que 1. Donc ces fonctions, elles existent, elles sont aussi intéressantes et elles ont d'autres propriétés que les fonctions réelles et elles méritent autant notre intérêt. Autant, pas plus, autant. Je propose qu'on arrête là les questions parce que sinon ta deuxième conférence va durer 3 minutes. Donc on va peut-être faire une petite pause. On a une petite pause entre les deux quand même. Oui, une petite pause entre les deux. Ouais.